Alors, on va demander à Nicolas de venir, donc Nicolas Pesaresi, donc lui il représente là, ici, la DG Concurrence à la Commission européenne. On a fait connaissance par Zoom, parce qu'on a travaillé déjà 2 heures tous les deux pour préparer ce colloque, et puis on s'est vu hier soir à l'occasion de cette soirée très sympathique et chaleureuse. Et puis, je voudrais savoir si Erki Maillard est en ligne. Donc, Erki, donc c'est un moment très important dans notre colloque, puisque c'est la réforme justement du marché. On va essayer de mettre les pieds dans le plat un peu, hein, Nicolas. Donc Erki, voilà, on va peut-être laisser parler EDF, hein, parce que EDF, ils ont des besoins énormes aujourd'hui, ils ont un défi énorme à relever. Ils sont empêtrés dans une régulation de marché qui les défavorise, qui les pénalise. Alors, ce n'est pas seulement la faute de la Commission, on est bien d'accord, hein, les États ont voté la dérégulation, si j'ose dire, mais aujourd'hui, voilà, comment est-ce qu'on pourrait ensemble imaginer une réforme qui permette à ces grandes entreprises, qui sont des entreprises en l'occurrence française et européenne, voire internationale, donc qui donne quand même une dimension à notre Europe à l'échelle mondiale, comment on pourrait aider ces entreprises pour qu'elles puissent répondre d'abord à leurs missions, et qui ne sont pas d'ailleurs que commerciales, mais aussi, mais leur mission de service public, puisqu'on exige tout d'elle, de produire beaucoup, tout le temps, en continu, pour tout le monde et pas cher. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'ils attendent du marché européen pour pouvoir se développer et répondre à ces missions. Erki, c'est à toi. Et puis ensuite, bien sûr, Nicolas, voilà, dans un échange à 2 voix. Merci beaucoup, Claude. Merci de me donner la parole. Merci de ton énergie qui est toujours très communicative et d'organiser un débat sur un thème qui, effectivement, est très cher à EDF, qui est comment est-ce qu'on peut développer le nucléaire, dans quel cadre. Alors, je rassure tout de suite Nicolas, on ne pense pas du tout à EDF que c'est la faute de la Commission européenne. Mais au fond, c'est la question que je voudrais traiter, qui est une question sous forme de paradoxe. Quand on regarde les avantages du nucléaire, je vais y revenir très très brièvement, au fond, logiquement, rationnellement, on devrait en avoir plus. Et pourtant, c'est pas encore le cas. Et donc, c'est ce paradoxe-là que j'aimerais bien regarder avec vous. Alors, le besoin de nucléaire en Europe, il découle d'abord d'une grande ambition politique. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je trouve qu'il faut rendre à la Commission ce qui revient à la Commission. La Commission a porté et porte une ambition climatique très forte, contre vents et marées, au plus haut niveau. Il y a un vrai leadership politique et il faut s'en féliciter, et bien sûr soutenu par le Conseil, le Parlement, mais la direction a été donnée par la Commission. Et au fond, si on a besoin de faire de l'énergie nucléaire, c'est parce qu'on a besoin d'électrification pour décarboner nos économies, parce qu'on aura besoin de plus d'électricité pour décarboner, même si on veut faire d'ailleurs autre chose que l'électrification directe. Vous savez que l'Union européenne a une grande ambition dans l'hydrogène. Elle veut faire plus de 10 millions de tonnes d'hydrogène à partir d'électricité propre, en importer 10 millions aussi. Pour faire 10 millions de tonnes d'hydrogène, il faut à peu près 550 TWh d'électricité. C'est plus que toute la consommation d'électricité en France, qui est autour de 480 par là, et c'est la moitié de toute l'électricité renouvelable en Europe. Donc en réalité, on va avoir besoin d'autres sources d'électricité pour faire la décarbonation, que ce soit par l'électrification directe ou par l'électrification indirecte avec l'hydrogène. Et puis, évidemment, dans le forum des entretiens, tout le monde a bien conscience de ça. Il y a beaucoup d'avantages à faire du nucléaire, évidemment pour le climat, évidemment pour la biodiversité, compte tenu de l'empreinte foncière du nucléaire, qui est 10 fois moins importante que le solaire et 100 fois moins que l'éolien. Pour des raisons économiques aussi, je vais y revenir, mais ça, on a des études très poussées. Tout à l'heure, Valérie citait les scénarios de RTE. Il y a aussi une étude très intéressante de l'AEN l'année dernière, en 2020, fondée sur la comparaison des énergies pilotables. Et puis,
je pense qu'il y a deux autres raisons très importantes et encore plus importantes aujourd'hui. Il y a une raison industrielle. Le nucléaire, c'est une industrie, c'est 1 million d'emplois en Europe, bien répartis d'ailleurs sur l'ensemble des États membres. On pense souvent que c'est le Royaume-Uni et la France, mais il y a beaucoup d'emplois nucléaires ailleurs, y compris en Autriche ou en Allemagne. Des emplois qualifiés, difficilement délocalisables, alors que les prévisions économiques sont quand même assez sombres. Soutenir une filière industrielle comme le nucléaire, et soutenir le nucléaire pour l'industrie, ça a aussi beaucoup de sens. Et puis enfin, last but not least, mais le nucléaire, c'est aussi un instrument de souveraineté. D'ailleurs, la France est engagée dans cette technologie, pas pour des raisons climatiques au départ, c'est un choix heureux et dont on bénéficie aujourd'hui, mais pour des raisons de souveraineté. Je pourrais y revenir. Et j'ai envie de dire, et je vais rentrer là un peu dans le vif du sujet sur les questions de marché, aussi parce que c'est une énergie qui est une technologie qui permet de produire de l'électricité avec une très bonne visibilité sur les coûts, notamment parce qu'on est moins dépendant de coûts variables liés à notre combustible. C'est, en gros, pour le thermique, vous êtes autour de 80-90% du coût du combustible sur vos coûts variables. Pour le nucléaire, c'est plutôt 35%. Donc, c'est pas rien. Et puis, parce que vous pouvez prévoir. Mais ça suppose, et on arrive en fait dans le vif du sujet, parce qu'il y a bien un regain d'intérêt pour le nucléaire en Europe. D'ailleurs, il y a des gens qui essaient de faire croire le contraire, parce que la France choisit a une vision isolée et choisit un chemin dangereux. Non, quand on va en Europe, hier j'étais à Prague avec d'autres Européens, il y a bien sûr en Europe centrale, mais pas seulement, aux Pays-Bas, en Slovénie, en Estonie, dans beaucoup de pays européens, vous en avez invité beaucoup dans le cadre des entretiens, donc vous le savez, il y a un regain d'intérêt. Et pour pouvoir faire, et il y a encore, vous avez vu Greta Thunberg hier qui disait que pour le nucléaire existant, il vaut mieux ne pas arrêter une centrale qui tourne plutôt que de faire du charbon. Donc ce regain d'intérêt, il est réel, mais pour le concrétiser, effectivement, il faut un cadre adapté. Il faut un cadre adapté, et Valérie Faudon l'a dit tout à l'heure, ça suppose à la fois de la régulation, du soutien, mais ça suppose, je crois aussi, alors si on met de côté le SIEG, ça suppose aussi de regarder les avantages nucléaires dans l'analyse économique, c'est-à-dire de prendre un peu de recul sur la façon dont le marché fonctionne. Un projet d'infrastructure énergétique, c'est du temps long, donc il faut sécuriser cet investissement. Et en fait, ce qu'on voit avec la crise des prix aujourd'hui, c'est qu'il y a bien sûr le marché de gros qui fonctionne pour donner un signal de court terme sur l'allocation des moyens, sur ce qu'on appelle le merit order, et il est fondamental. Je crois que juste avant, un de vos intervenants le rappelait, il faut le garder, il faut garder ce signal prix, mais il n'y a pas, depuis les 20 dernières années, il n'y a pas d'investissement majeur dans des infrastructures, notamment des infrastructures pilotables et des infrastructures pilotables bas carbone, d'investissement sans le soutien de l'État. Et en réalité, ça n'est pas que l'aide d'État qu'il y a derrière, c'est effectivement aussi une visibilité sur le prix. Alors, je crois que ce qui est intéressant, je vais y revenir à la fin, c'est que dans la crise actuelle, on commence, y compris du côté de la Commission, il faut le dire, on commence à intégrer ce type de raisonnement. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que la taxonomie, qui était une étape absolument fondamentale pour reconnaître, au fond, d'un point de vue politique, que le nucléaire, comme les énergies renouvelables, a sa place dans la lutte contre les dérèglements climatiques. Et heureusement que l'Union européenne s'est rangée au fond au consensus de toutes les grandes institutions internationales de ce point de vue-là, mais au fond la taxonomie ne suffit pas, c'est-à-dire qu'un investisseur privé ne s'engagera pas dans un projet nucléaire s'il n'a pas cette visibilité et le soutien de l'État. Et en fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec une régulation? C'est deux choses. C'est minimiser la volatilité des prix de marché. On voit aujourd'hui combien elle est importante parce qu'elle est liée à la crise des fossiles. Et puis, minimiser le coût complet du projet, et là Valérie aussi a beaucoup insisté là-dessus parce qu'il y a un impact sur le financement, pour le bénéfice des consommateurs. Limiter la volatilité, limiter le coût complet, et au fond les modèles, et je ne vais pas y revenir parce que Paul a détaillé au fond les modèles existants, que ce soit le CFD, le modèle de base d'actifs régulés, ou un modèle plus classique de subvention associé à un PPA, comme par exemple le projet tchèque. Ce qui est important, c'est que je crois, et c'est intéressant d'entendre Nicolas là-dessus d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de schémas possibles. Il n'y a pas un seul schéma.
Il faut bien sûr s'appuyer sur ce que la législation européenne permet et qui a été validée par la Cour de justice. Donc pour l'instant, c'est surtout le CFD qui a été essentiellement validé, mais il n'y a pas que le CFD comme outil possible. Et c'est important, je crois, de garder en tête les missions, ce qu'on essaie de faire avec un schéma de régulation. Et puis j'arrête avec un dernier point. Et pardon d'être peut-être un peu long, à côté des schémas de régulation, il faut aussi autoriser un soutien donc des États nationaux, mais pourquoi pas de l'Union européenne. Aujourd'hui, il n'y a pas de fonds européens, à l'exception de fonds Euratom pour la R&D pour le nucléaire. Quand on regarde nos grands comparants, ils mettent beaucoup d'argent public dans le nucléaire. C'est vrai notamment pour les réacteurs, soit les réacteurs modulaires, soit les réacteurs avancés, les réacteurs de nouvelle génération. Et c'est quand même le cadre concurrentiel dans lequel on vit. On n'est pas tout seul en Europe. On fait face à une concurrence américaine sur les SMR notamment ou sur les AMR. Et donc, je trouve qu'il faut qu'on puisse regarder aussi, rouvrir cette question du soutien des fonds communautaires et puis travailler donc sur le market design, la façon dont le marché de l'électricité fonctionne pour qu'on traite cette question de la volatilité et du signal de long terme. Et là, il y a quelque chose, je crois, qui est intéressant en ce moment qui se passe, c'est que avec cette idée que dans les mesures d'urgence, au fond, on doit partager la rente. L'argent que le producteur d'énergie va gagner en gros entre ses coûts de revient à moyen terme et le prix de marché. Il faut qu'il en garde une part pour lui, pour son investissement, et puis il peut peut-être en redonner une partie aux consommateurs. Mais au fond, cette idée assez simple, dans les mesures d'urgence, elle est très compliquée à mettre en œuvre. Elle va probablement arriver trop tard si elle est mise en place, mais elle donne le signal que si on veut des investissements dans des capacités pilotables, et notamment du nucléaire, et pas seulement, hein, c'est pareil pour les renouvelables, et les deux sont complémentaires, il faut partir du principe que les producteurs, ils ne sont pas là au fond pour tondre les clients quand les prix sont élevés et demander des aides quand les prix sont bas, en tout cas pas ceux qui respectent leurs clients et qui ne les laissent pas tomber en période de crise. Ils sont là pour couvrir leurs investissements avec une visibilité dans la durée. Et donc, il y a quelque chose là sur lequel on peut travailler, je pense, qui est de travailler autour du coût moyen-long terme des investissements. Ça suppose une forme de visibilité sur les investissements dont on a besoin. Ça suppose de garder le bon signal-prix, comme disaient vos interlocuteurs, sur le marché de court terme. Et donc, ça suppose, je pense, une évolution de la pensée concurrentielle qui doit à la fois prendre en compte cette dimension de long terme et peut-être aussi, et Nicolas peut-être pourra nous en parler, qui prend en compte aussi les dimensions que j'ai citées au début, la valeur pour l'industrie, la valeur pour la sécurité d'approvisionnement, toutes ces choses qui, par le signal-prix du marché, ne sont pas nécessairement reconnues. Un grand merci, Erkich. Donc, je passe la parole tout de suite. Tu as interpellé Nicolas plusieurs fois. Donc, Nicolas, c'est à toi. Voilà, merci beaucoup. Et merci d'abord aux organisateurs, à Claude en particulier pour m'avoir invité, à Derki pour ses commentaires sur le rôle du nucléaire de la part d'EDF. On a dit beaucoup de choses que je partage certainement. Mais je ne partage pas d'autres choses qu'on t'a dites. Et notamment, je pense qu'il vaut mieux commencer par rappeler quels sont le rôle et les fonctions de la Commission européenne, en particulier de la DG Concurrence, qui est appelée en ce moment un peu à résoudre certains problèmes. Alors, la Commission, elle est le gardien des traités, vous le savez bien. Traité y compris Euratom, par ailleurs. Donc, on a un traité et la Commission applique ces traités. Elle a fondamentalement le rôle de préserver et renforcer le marché intérieur. On a eu une crise financière en 2008 majeure. On a eu une crise Covid majeure. Après ces crises, plusieurs personnes sont venues chez nous pour nous dire merci qu'il y avait la DG Concurrence qui a essayé de préserver l'intégrité du marché intérieur. S'il n'y avait pas la DG Concurrence, pas seulement la DG Concurrence évidemment, on n'est pas les euros ici, on ne veut pas dire ça. Mais évidemment, le rôle de la concurrence ici est d'essayer de préserver l'unité de l'Europe.
Et on sait bien que pour sortir de la crise énergétique, il faut la solidarité et l'Union européenne. Si on n'a pas ça, on aura simplement des solutions nationales. Solutions nationales qui n'atteindront pas le but d'un moment, vont tenir 6 mois. Et puis ça sera une sorte de conflit, si vous voulez, entre les États membres sur comment soutenir ces industries nationales ou ces consommateurs nationaux. Donc, il faut faire attention à ne pas jeter, je pense qu'on dit en français, les bébés avec l'eau du bain. Hein. La DG Concurrence, par ailleurs, par rapport à ce que j'ai entendu, c'est-à-dire l'exigence de financer des projets, y compris dans le nucléaire, dans la durée, la DG Concurrence n'a jamais été un obstacle. C'est long. Mais c'est long. Qu'est-ce que c'est long? Non, attendez. C'est pas long quand les projets sont bien définis. On a écouté tout à l'heure l'exemple de M. Grudler des projets, ce qu'on appelle les projets d'intérêt économique européen, notamment l'hydrogène, les batteries, et les États membres se sont plaints du fait que la Commission a pris énormément de temps pour examiner ces projets. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Mais parce que les États membres n'ont pas fait leur devoir. Ils ont pris un projet dans l'industrie, ils ont dit, allez, Commission européenne, examinez ce projet. Est-ce qu'il y a eu un filtre? Est-ce qu'il y a une évaluation de ces projets du point de vue de l'intérêt domestique, de l'intérêt national, du point de vue du denier public? Rien. Alors, si les États membres veulent déléguer ce rôle à la Commission, évidemment, les choses vont plus loin. Ça, c'est clair. Ensuite, on a examiné là-dessus des projets d'une envergure faramineuse. Donc, on va bien regarder ça d'un peu plus près. On veut bien déterminer si effectivement tout ce qu'une entreprise demande est nécessaire. Bah, parfois, on est arrivé à la conclusion que ce n'était pas vraiment tout nécessaire. On a fait les calculs, on a nos experts, on a confronté les calculs, on est arrivé à la conclusion que l'aide, dans un certain nombre de cas, n'est pas proportionnée. Il ne faut pas croire à tout ce qu'on nous dit. Malheureusement, c'est notre rôle parfois de contester et de questionner les entreprises sur ce qu'elles demandent, parce que c'est normal. Leur intérêt, c'est une chose, notre intérêt, c'est une autre. Lequel le nôtre? La Commission, l'Europe? L'intérêt de, comme je disais, de préserver l'intégrité du marché intérieur, veut dire préserver des conditions de concurrence équitable entre les opérateurs. Et du point de vue des aides d'État, ça veut dire de donner des aides quand elles sont nécessaires, quand elles sont proportionnées, quand elles ne donnent pas de distorsion de concurrence. Alors, dans le cas Hinkley Point, on a bien démontré qu'on peut faire l'exercice, on peut financer dans la durée des projets nucléaires avec un système, peut-être pas le meilleur, peut-être pas le seul, je ne sais pas, mais certainement dans ce cas-là, elle a fonctionné. M. Spence nous disait tout à l'heure, il serait même un projet très rentable pour les contribuables britanniques, enfin. On a fait la même chose dans le cas hongrois, on a approuvé le régime. On est en train d'examiner un cas en République tchèque. Évidemment, on a un montage financier complexe, on doit le regarder, on est en train de discuter si effectivement toute l'aide est nécessaire et quelles sont les conditions qui permettront à l'opérateur historique qui est dominant sur le marché par ailleurs de faciliter quand même la concurrence et avec d'autres opérateurs. Donc je pense que ces principes sont des principes sains qu'il faut respecter. Parce qu'on ne peut pas donner une carte blanche au nucléaire parce qu'il est nucléaire. Je suis désolé, ça ce n'est pas la voie que je pense que la Commission peut partager. La Commission peut certainement, en vue du traité Euratom, justifier des investissements du nucléaire. On l'a fait, on le continuera à faire. On regarde les projets dans leur mérite
et on les valide quand elles sont méritoires de soutien. Et normalement, elles sont méritoires de soutien. On a parfois des discussions avec les États membres, oui, c'est vrai, mais normalement, les fondamentaux sont là et les fondamentaux sont remplis. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas entendu vraiment un problème de fond sur l'analyse de la Commission. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le problème principal que vous avez rencontré dans l'examen des aides d'État au nucléaire? Quelle est l'entrave que la DG Concurrence met à ces projets? Alors, je crois qu'on ne sait pas. Oui, je vais te donner la parole 2 minutes, mais je réagis comme ça à chaud. L'idée ici, ce n'était pas de venir avec une critique de la Commission, mais une critique du marché intérieur qu'on a construit ensemble. Parce que le nucléaire, ou alors le nucléaire, c'est une marchandise comme les autres. Les entreprises qui le produisent sont des entreprises comme les autres et on les met en concurrence. Mais c'est ça qu'on conteste et qu'on voudrait bien faire prendre conscience à l'Europe, à la Commission, aux États membres. C'est pas un haro contre la Commission ici, hein. Enfin, je crois qu'on s'est bien compris. Mais c'est comment la Commission peut aider à une réforme du marché qui ne pas favoriser le nucléaire, mais qui permette au nucléaire de pouvoir remplir ses missions et d'avoir, tout le monde le dit, et qui vient encore de le dire, la visibilité de long terme, des prix, de gagner suffisamment d'argent pour investir, parce que les investissements sont lourds, sont longs, à rentabilité différente. On a parlé de 10-15 ans, nous a dit Valérie. Donc voilà, on n'aura pas les investisseurs sinon. Et il faut qu'on trouve, alors après que la Commission accepte les projets financiers quand ils sont bien ficelés, ou mettent 3 ans parce qu'ils sont mal ficelés, et qu'elle les accepte in fine, oui, il n'y a pas de contestation là-dessus, on est content que vous ayez accepté le CFD pour les Anglais, on est content du prêt russe à Pax aux Hongrois. Si, parce qu'on a besoin de réacteurs à Pax. On a la Hongrie et les Hongrois, il faut arrêter de les assassiner, ils sont déjà tout petits, j'exagère. Si Attila m'entend, il va pas m'aimer. Non, mais donc il faut penser l'intérêt des pays et l'intérêt général. Et quelquefois, ça va ensemble. Et même souvent, on n'est qu'un pays. Encore un petit mot sur la solidarité. Il va falloir que tu m'expliques un petit peu mieux les enjeux de solidarité qui existent sur le marché. Parce que nous, on trouve que les États sont divisés, et quand ils votent quelquefois des directives que vous proposez du bout des lèvres parfois, ils ne les appliquent pas, et ils renationalisent leur politique. Et ça fait, là, on a de la concurrence faussée entre les États, qui est insupportable, quoi. Donc, tu vois, c'est ces questions-là qu'on a envie de poser. C'est pas la Commission. Alors, tu permets, on va prendre Philippe en même temps, comme ça tu vas répondre d'un coup, et puis Erki, s'il nous entend, il a le droit aussi, bien sûr, de réagir. Philippe Herzog. Oui, tu l'as. Merci. Oui, mais moi je vais intervenir comme un vieux routier de l'intérieur des institutions européennes. Parce qu'il faut se rappeler une séquence historique où ces questions de la doxa, de la logique même de la DG Concurrence ont été posées. Il ne faut jamais oublier ça. La DG Concurrence, je partage l'idée, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et un facteur d'unité, on ne le jette pas. Très juste. Sauf que la façon dont est conçu l'euro, et c'est bien à la Commission de jouer un rôle, non pas de filtre projet par projet, mais un rôle eu égard à plusieurs objectifs de l'Union européenne. Et j'en viens au cœur de la petite histoire. J'ai aussi participé au Conseil d'analyse économique en France, où on a fait des rapports sur l'histoire de la politique de la concurrence dans différents pays, Allemagne, États-Unis, etc. Et un problème a toujours été posé, c'est-à-dire la compatibilité entre une politique de concurrence et une politique industrielle. Et moi, mon expérience de député à la Commission, c'est 20 ans de refus de politique industrielle. Donc la doxa d'origine, qu'il ne faut pas jeter, mais que je propose de réformer,
significativement, a été une logique dans laquelle il fallait ouvrir les marchés intérieurs pour qu'il y ait un grand marché européen. Et oui, il faut un grand marché européen, il faut voir comment on le construit. Et initialement, la politique de concurrence, je force l'ouverture. Elle est bâtie là-dessus. Mais je n'assume pas une politique industrielle commune. Jamais. Je pourrais faire toute une histoire du refus. Et c'est tout récent qu'on en parle seulement. Je suis étonné, vu les évolutions sémantiques des 2-3 dernières années, qu'on en vient seulement à reconnaître qu'il faut une politique industrielle. C'était un gros mot, oui, c'est vrai. Et c'est venu, c'est d'ailleurs même venu un moment de l'Allemagne, à l'époque de, j'ai oublié son nom, qui a été commissaire comme par hasard à l'industrie quand l'Allemagne a changé son attitude, en disant, partout on a des problèmes de compétences, on a un souci en matière d'industrie. Et ce n'est pas que pour les compétences que je le posais. Donc voilà, le sujet de base, c'est politique de concurrence, et oui ou non avec politique industrielle, oui ou non au niveau européen et pas seulement au niveau national. Il est évident qu'aujourd'hui, en matière d'énergie, en matière d'armement par exemple, la question d'une politique industrielle est posée, et même en matière de numérique, on a tout lâché, et où la question du cloud européen, c'est-à-dire d'une infrastructure commune, est posée, comme a été posée la question de Galiléo et compagnie, où on a absolument besoin d'infrastructures communes pour faire de la politique industrielle partout dans les États, et avec donc des outils communautaires qui ont été très difficiles à obtenir. Le cloud, on n'y arrive pas, il ne faut pas jouer sur les mots, on a pris un retard terrible. Mais bon, maintenant, j'ai besoin d'un ou deux compléments là-dessus. D'abord, avec l'environnement, la Commission a bougé, c'est-à-dire on a mis complètement hors marché les énergies renouvelables. On les a dopées. Au nom, d'ailleurs, d'une vieille conception allemande que je comprends très bien, c'est qu'il faut des industries naissantes, des technologies naissantes qu'on veut promouvoir ont besoin de protection. Et c'est ce qu'on a fait avec les énergies renouvelables de façon extraordinaire, subventionner les premières sur le marché, etc. Donc hors marché. Donc, je contredis l'idée que la politique européenne a oublié, au moins sous cet angle, la nécessité d'une politique industrielle. On l'a fait pour les énergies renouvelables. Et pourquoi on ne le ferait pas aussi pour le nucléaire? Ça m'amène cette question-là, mais de fond. Et j'ajoute maintenant du point de vue de la théorie économique. Il y a eu quand même un prix Nobel français qui s'appelait Maurice Allais et qui a dit qu'on ne peut pas réguler. Prix Nobel salué par Samuelson en disant si on avait traduit en anglais Maurice Allais, la science économique aurait gagné un demi-siècle. Apparemment, au niveau européen, l'idée qu'il y a des secteurs à rendement croissant qui ont besoin d'effets d'échelle et qui sont donc très différents des secteurs concurrentiels ordinaires, ça ne peut pas être régulé de la même façon. Il faut des effets d'échelle. Nous demandons une filière industrielle européenne pour faire de l'effet d'échelle. On ne peut relancer en France nos EPR sans effet d'échelle. C'est pourquoi il faut toute une série. Mais voilà. Et donc ça n'est pas la doctrine de la concurrence habituelle. Il y a toute une théorie du bien public, d'ailleurs, dans des industries où il faut des rendements d'échelle. Philippe, je suis obligé. Alors voilà, et donc ça m'amène au but. Et du point de vue du choix politique, deux objectifs, concurrence et industrie. Et du point de vue de la théorie économique, quand il y a des effets d'échelle, le marché pertinent, la Commission lui a balancé souvent la question, le marché pertinent peut être européen et même plus vaste. Et donc la façon dont on filtre au niveau de la Commission, avec des dérogations au cas par cas, ne nous suffit pas. On a besoin mieux qu'une dérogation, une place à ce type de marché. Bien. Alors, je te donne la parole, Nicolas. Oui, bravo. On va redonner la parole à Erki. Et puis, on va passer après à Madame Sophie Mourlon, qui nous attend, qui est connectée et qui va nous dire un mot pour la France sur, elle, l'enjeu des coopérations politiques. Et on aura un ami tchèque qui m'a envoyé d'ailleurs sa contribution excellente. Et ça vaut le coup de les entendre tous les deux avant les conclusions. Nicolas, c'est à toi. D'accord. Oui, tout à fait. Non, avec plaisir. Je partage vos points de vue, c'est-à-dire, et dans mon exposé, je n'ai pas insisté sur ce point suffisamment, c'est-à-dire que
le rôle de la DG Concurrence est extrêmement lié à la définition du marché et la réglementation du marché de l'énergie en particulier. Et c'est évident que la régulation du marché de l'énergie en Europe aujourd'hui, c'est la politique industrielle du marché de l'énergie. C'est clair. On l'a dessiné d'une certaine façon. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien? C'est une question qui est sur la table. Je ne veux pas me prononcer là-dessus parce que ce n'est pas mon rôle, mais également parce que je n'ai pas la solution là-dessus. Je sais que plusieurs experts et partis en discutent et on ne trouve pas nécessairement une solution rapide. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais également parce que c'est complexe. Évidemment, ce qu'on définira dans le futur en termes de régulation du marché va être le point cadre, le cadre général dans lequel la politique de concurrence devra se situer. Aujourd'hui, le cadre dans lequel nous sommes, c'est un cadre dans lequel nous mettons toutes les sources d'énergie sur le même plan. Pas tout à fait. Ouais, oui, parce que alors, les renouvelables ont été dopés. Oui, il est vrai. C'est le résultat d'un retard à reconnaître le rôle de la DG Concurrence là-dessus, parce que c'était la DG Concurrence la première à soulever le doigt et à dire certains systèmes de soutien public sans regard aux conditions de marché doivent être stoppés. Dans les anciennes lignes directrices, on a envisagé un passage entre les anciennes façons de soutenir les renouvelables aux nouvelles, qui sont beaucoup moins dopantes. Peut-être sont même trop dopants aujourd'hui. Nous préconisons certainement que s'il y avait des contrats pour différence dans les deux sens, tels que les autres ont présenté, évidemment, là-dessus, on aurait une solution pour le risque de dopage. Ça, c'est clair. Et on l'a suggéré à plusieurs États membres dans le passé. Donc, là-dessus, je suis d'accord, le cadre général est plus important, le cadre général réglementaire est important. À mon avis, je pense que ce cadre, quel que soit, doit préserver quand même un fonctionnement du marché et un peu, au moins un peu de signal de prix, parce que sans signal de prix, je ne veux pas dire que doit être le total du prix, mais je dis sans un signal de prix, on n'a pas de marché, on n'a pas d'échange, on a une économie réglementée. Alors, vous comprenez bien que l'allocation des quantités d'énergie, s'il n'y a pas un signal de prix quelque part, ça devient très difficile à faire. Et si moi j'étais dans un État membre, je serais tout à fait intéressé à garder mon énergie dans mon pays et ne pas nécessairement la partager avec celle de notre pays. Donc il faut faire attention, parce que si on ne trouve pas la solution, on risque d'avoir des effets pervers sur ce que le marché intérieur, en termes d'énergie, nous a aidé à contribuer. Parce que là, on a eu quand même, il faut savoir, l'année passée, pendant l'hiver, on a eu des moments difficiles. Oui, bien sûr. On a eu des moments difficiles. Et le couplage entre les marchés de l'électricité européenne ont permis de sauvegarder ces moments difficiles. Il faut faire attention à ne pas aller trop là. Oui, enfin, on va pas revenir, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas que le dopage. Hein. La priorité sur les réseaux de l'énergie renouvelable a plombé quand même les autres sources d'énergie. Et quand il n'y avait pas de vent et pas de soleil, on a appelé le nucléaire, mais comme il avait moins investi, on a appelé le gaz, ça a fait beaucoup d'effets pervers. On ne va pas revenir sur toute cette analyse, parce que je voudrais donner la parole à Erkki, et puis à Sophie juste derrière, avec peut-être Ladislav, qui est déjà branché lui aussi, et qui nous attend. Donc,
C'est passionnant, hein, on refera un colloque là-dessus. Hein. Alors, Erki, c'est à toi. Merci Claude. Deux éléments simplement. D'abord, ce sont des questions très complexes et parfois en France, on a tendance à simplifier les choses en disant soit c'est la faute d'une puissance étrangère, par exemple les États-Unis, soit c'est la faute de la DG Concurrence. Et je pense que dans le domaine de l'énergie, ça nous empêche plutôt de penser, et notamment, on le voit dans les débats et dans ce que vient de dire à la fois Philippe Herzog ou après Nicolas Pesaresi, c'est pas tellement la question de l'acceptation de l'aide d'État en tant que telle est en cause. Et d'ailleurs, objectivement, alors ça prend un peu de temps, mais on a aussi l'habitude dans différents États. Enfin, c'est voilà, la bureaucratie peut prendre du temps. C'est une question de quasi physiologique. Et donc, c'est pas tellement ça, mais c'est en fait les mesures compensatoires qui peuvent être demandées pour les aides d'État, qui peuvent poser de problèmes et qui peuvent négliger des enjeux de sûreté, de politique industrielle. Premièrement, et deuxièmement, c'est plutôt la façon dont la concurrence est organisée autour du marché pour savoir si, in fine, elle va permettre de développer des investissements qui permettent de décarboner l'économie. Et aujourd'hui, ce qui est vrai, mais c'est presque plus la DG Énergie qui est concernée que la DG Concurrence, c'est qu'il n'y a pas le signal de prix envoyé par les marchés pour des investissements. Ça n'existe pas, ça ne se fait pas depuis 20 ans. Les renouvelables sont sur le marché, mais pas parce qu'il y a un signal de prix, c'est parce qu'on leur a ouvert les portes. Et c'est très bien, parce qu'il ne faut pas opposer nucléaire et renouvelable, on va avoir besoin des deux pour faire beaucoup d'électricité décarbonée. Plus équilibré par contre, hein, Erki. Plus équilibré. Oui, mais en fait, oui, mais je pense que si on n'a pas fait de nucléaire en Europe, c'est pas parce que la Commission a interdit qu'on fasse du nucléaire en Europe. Les gouvernements ont aussi pas toujours lancé les programmes. Et après, c'est une fois que le programme est lancé qu'on va voir la Commission pour l'aide d'État. Donc je pense que là-dessus, c'est pas tellement une histoire de DG Concurrence, c'est plutôt une articulation, comme l'a dit, je trouve, Philippe Herzog, de préoccupations politique industrielle et donc dont il faut tenir compte dans les remèdes sur les aides d'État. Et deuxième élément, et j'arrête là, c'est quand même une approche de neutralité technologique qu'on ne retrouve pas partout. Et ça n'est pas vrai, mais ça n'est pas la DG Concurrence. Ce sont les co-législateurs. Pourquoi est-ce qu'on ne reconnaît pas à la même hauteur l'hydrogène produit à partir de l'électricité bas carbone sur le réseau et de l'hydrogène produit à partir de parcs éoliens et renouvelables? Ça n'a aucun sens d'un point de vue climatique. Ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que les projets nucléaires ne peuvent pas bénéficier de fonds européens? Ça n'est pas de la neutralité technologique. Il n'y a pas de logique de concurrence derrière ça. C'est un biais qui a été introduit. Et donc, l'accès au financement, c'est aussi une question. Mais voilà, je pense que ce sont deux questions très différentes. Market design et d'État d'un côté et la neutralité technologique de l'autre. Oui, alors merci bien. Alors on ne va pas relancer, mais c'est vrai que si on va vers une politique industrielle ou une politique de service, parce qu'il n'a pas parlé des services, du service, nous on avait inventé un mot à l'époque, du service, hein, supposerait sans doute, ça a été dit, y compris par Nicolas, un autre cadre de marché. Et donc un autre mandat à la DG Concurrence, parce que si on change le cadre de marché, tu auras un autre mandat. Donc nous, on ne critique pas le mandat, enfin, on critique le type de mandat qui a été donné à la DG Concurrence. On ne critique pas la DG Concurrence. Et ce n'est pas inscrit dans le marbre, parce que si c'est inscrit dans le marbre, alors qu'on a des changements majeurs, des crises majeures, des mutations majeures, et qu'on garde quand même un traité qui a été fait il y a 20 ans, bah écoutez, alors, tout le monde change. Les États-Unis, à toute berzingue, là, ils sont en train de réinvestir à fond la gomme. Et ils sont 25 fois plus puissants que nous dans la recherche. Biden vient d'en rajouter après Trump pour le nucléaire, pour rattraper la Chine, parce qu'il ne veut pas se faire déborder par la Chine ni par les Russes, etc. Et puis nous, on attend et on est là avec nos régulations et nos règles en disant ben non, on ne peut pas les changer, c'est écrit dans les traités. Non, il faut qu'on prenne la mesure, je crois, de ce qui se passe, des changements qui sont des opportunités à changer. Mais on va le faire ensemble, Nicolas. L'idée, c'est de le faire ensemble. Voilà. Non, mais moi, je ne le ferai peut-être plus parce que je vais arrêter un jour. Mais je veux dire, il faut qu'on fasse ensemble, la société et les institutions. Et dans la société, alors des entreprises comme EDF, mais c'est formidable. On devrait quand même se réjouir
d'avoir des fleurons industriels comme ceux-là. Il ne faut pas les perdre. Alors déjà, on les a affaiblis. Excuse-moi, Erki, je dis ce que je pense. Notre État, il n'y a pas eu besoin de la Commission pour affaiblir EDF. Ça, c'est sûr. Mais enfin, oui, si, aussi, mais bon. moi je le dis. Bon, après, tout le monde porte une part de responsabilité, sans doute. Mais enfin, quand même, la régulation et la gestion d'une entreprise, quand on est majoritaire actionnaire, ça compte. Hein, surtout une entreprise qui rend des services comme ça. Donc, attention. Alors, ne faisons pas la même chose dans l'aéronautique. On a eu le débat dans l'aéronautique. Je vois Fouillou qui est dans la salle. Combien? Et on nous a dit, attention, dans 15 ans, on ne sera plus leader. On nous l'a dit il y a 15 ans et on est en train de perdre notre leadership. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour se réveiller à temps? Voilà. Et puis, travailler.